table ronde. Donc, suite au non, suite à ce non-respect démocratique, la République s'est-elle progressivement démantelée durant ces 20 dernières années? Donc la question, c'est faut-il changer de République? C'est une table ronde animée par Jérôme Sterckers. Ah, mais j'ai oublié mon petit paquet là. Mon petit papier. Merci, à bientôt. Bien. Bonjour à tous. Alors nous allons enchaîner assez rapidement et directement par cette seconde table ronde. Faut-il changer de République? Mais je demanderai à ceux qui sont partis se restaurer ou se rafraîchir de nous laisser un peu en silence. Donc, faut-il changer de République? Pour ce débat, j'appelle 4 intervenants. D'abord, Natacha Polony, journaliste et essayiste. Prenez place. Anne-Charlène, Bézina, docteur en droit public et maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et à Sciences Po. Arnaud Tessier, haut fonctionnaire et historien français spécialiste, entre autres choses, du gaullisme. Et Paul Melun, écrivain, essayiste, éditorialiste. Paul Melun est sur le chemin. Je le vois, mais... Alors, il est dans l'allée centrale. Merci. Bien, en introduction de ce débat, je commencerai par une citation de Michel Debré, lorsqu'il fut auditionné par le Conseil d'État en août 1958, le 29 août 1958. « Il n'est point de crise politique qui ne soit pour une bonne raison une crise d'institution. » Pour une bonne part, une crise d'institution, pardon. Depuis 1958, la Ve République a permis à la France de retrouver une stabilité institutionnelle après les turbulences des régimes précédents. Pourtant, plus de 60 ans après son adoption, le régime fondé par le général de Gaulle montre aujourd'hui des signes de fatigue, voire de dénaturation. Les pratiques politiques ont parfois tordu l'esprit et la lettre constitutionnelle. Certains mécanismes issus de la Constitution sont aujourd'hui perçus comme autoritaires. On peut penser à l'article 49.3 par exemple. Et les citoyens, nos concitoyens, semblent de plus en plus éloignés, ou du moins, ils ont le sentiment d'être éloignés de la prise de décision publique. Alors aujourd'hui, la question se pose avec acuité. La Constitution de 1958, sous sa forme actuelle, est-elle toujours adaptée à notre époque? Faut-il la réinterpréter, l'amender, ou alors franchir un cap et changer de République? Cette réforme constitutionnelle, si elle est nécessaire, doit-elle être un travail de restauration ou de refondation? Et à travers cette table ronde, nous allons précisément interroger la pertinence des équilibres institutionnels actuels, la place du pouvoir exécutif notamment, les mécanismes de contrôle démocratique et l'opportunité, voire la nécessité d'une nouvelle République ou d'une réforme constitutionnelle en profondeur. Alors, avant d'imaginer une nouvelle République, si tant est que le débat nous porte vers ces rives, ce qui n'est pas certain, encore faut-il bien comprendre ce que la Ve République est devenue, et je vous propose donc de commencer par un diagnostic, chacun à votre tour, alors peut-être pas pendant 15 minutes, mais 5 à 10 minutes chacun, je pense que cela devrait suffire, en tout cas pour une introduction. Que reste-t-il de l'esprit de 58, et qu'est-ce qui a été déformé dans la pratique? Natacha Polony. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à Julien Aubert pour cette invitation et surtout merci de cette initiative d'un comité Valmy et donc d'un lieu où on va enfin pouvoir débattre de sujets de fond.
Je commencerai simplement mon propos en disant que la table ronde précédente a déjà ouvert énormément de portes. Pour ma part, je me suis éveillée à la politique en 1992. Je n'avais pas le droit de vote à l'époque, j'avais 17 ans, mais j'ai regardé le débat Mitterrand-Séguin et évidemment, j'ai été éblouie par Philippe Séguin, d'où mon parcours politique. Ensuite, mon premier engagement politique véritable a été en 2002 avec Jean-Pierre Chevènement, donc on voit qu'il y a une certaine cohérence. Pourquoi ce préambule? Parce que la question de savoir comment on traduit la volonté des citoyens, la volonté majoritaire des citoyens, et comment on fait en sorte de respecter la promesse de 1789, le peuple souverain, c'est la question absolument essentielle. Et c'est ce à quoi sert une constitution. On peut tourner le problème dans tous les sens. Le rôle d'une constitution, c'est d'organiser notre conflit civilisé, notre capacité à débattre, à nous enguirlander, à n'être pas d'accord, mais à terminer par quelque chose qui va traduire la volonté commune. Or, la Ve République a servi à cela parce qu'elle était adaptée aux problèmes du temps et, c'est essentiel, elle était adaptée aussi à l'histoire et à l'esprit français, à la vision que les Français se font d'eux-mêmes et se font de ce qu'ils sont en tant que nation. C'est cet équilibre qu'a réussi le général de Gaulle, même si il faut sans doute rappeler à chaque fois que 1958, ce n'est pas seulement une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution s'accompagne d'une vision de ce qu'est l'état de la France à ce moment-là et d'un projet pour reconstruire l'ensemble des institutions qui permettent à la France de se projeter dans l'avenir. 1958, c'est la refonte totale des universités, des hôpitaux, et j'ajouterai tout de même, ça fera référence à ce sur quoi s'est conclu le dernier débat, 1958, c'est avant tout une très forte dévaluation pour retrouver un peu de respiration. Et la question aujourd'hui, la question politique serait de savoir comment on fait dans un cadre où nous ne pouvons pas dévaluer. Je rejoins ce qui a été dit par Henri Guénaud, Aquilino Morel, Stéphane Rosès. Non, nous n'allons pas sortir de l'euro, mais encore faut-il se poser cette question. Puisque nous nous privons de cette marge de manœuvre, que faisons-nous? Ça, c'était une parenthèse. La Constitution dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que c'est celle de 1958? Non, nous le savons tous. Et l'un des principaux problèmes est celui-là. Cette Constitution a été tordue, distordue, vidée de sa substance, en tout cas de ses contre-pouvoirs, de cet équilibre intelligent et subtil qui avait été conçu. Alors évidemment, l'exemple manifeste, ce sont le quinquennat et l'inversion du calendrier. Il faut se souvenir à quel point les débats au moment du vote sur le quinquennat avaient atteint une hauteur de vue exceptionnelle, puisque le principal argument était « c'est moderne ». Nous le payons chèrement aujourd'hui. Et je précise cela pour dire que dans les responsabilités, il ne faut jamais occulter celle de l'ensemble du système médiatique qui permet qu'en effet les débats se résument à ce genre d'argumentaire. Ce sont ces déséquilibres que nous payons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils aboutissent à ce que cette Constitution ne permette plus, justement, de faire émerger cette volonté majoritaire. On peut y ajouter, et c'est absolument fondamental, là aussi ça a été dit dans la première table ronde, la question de l'instrumentalisation de l'état de droit. Et dans les torsions de la Constitution de la Ve République, le rôle du Conseil constitutionnel depuis 1971 est absolument essentiel. Mais l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à ce qu'on mette des freins à cette volonté, à cette souveraineté du peuple, au nom d'un supposé état de droit conçu comme une façon de réprimer les pulsions forcément populistes des citoyens, aboutit, là aussi, à un blocage complet. Et la conséquence, c'est la possibilité pour un pouvoir minoritaire ou considéré par certains comme illégitime de se maintenir, ce qui transforme
donc ce qui pourrait apparaître comme une crise institutionnelle, en crise politique. Pour autant, et on l'a vu avec les débats sur la réforme des retraites, quoi qu'on pense du fond du problème, l'utilisation du 49.3, qui est certes dans la Constitution, mais n'a jamais été pensée pour être un outil contre la volonté majoritaire. L'utilisation qui a été faite du 49.3 était une distorsion totale de ce qu'est la Ve République. Le 49.3 a été voulu pour permettre de sortir d'un blocage dans lequel, on va dire que la politique des partis empêcherait justement d'appliquer ce que veulent les citoyens. Mais il n'a jamais été question d'imposer aux représentants et surtout aux citoyens une loi dont ils ne voulaient pas. Ce n'est pas ça l'idée. Cela dit, on y viendra certainement même tout à l'heure, mais je ne monopolise pas les choses, mais simplement pour conclure ce préambule. Je ne crois pas que le problème que nous vivons actuellement soit un problème réellement institutionnel. Quel que soit ce que je viens de dire sur la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui, et je crois profondément qu'il faudrait revenir aux équilibres premiers de cette Ve République, peut-être peut-on considérer que le septennat dans un monde beaucoup plus mouvant est quelque chose de trop long, peu importe, il faut décorréler le mandat présidentiel et le mandat législatif, mais le problème actuel de la France n'est pas là. La question n'est pas la Ve République. Nous vivons une crise politique qui est à la fois présente dans l'ensemble des démocraties occidentales et qui est une crise de la démocratie représentative quand les représentants décident de ne plus représenter. Et ce qui a été dit juste avant sur la précédente table ronde en est l'illustration parfaite. Et nous vivons une crise politique parce que nous vivons, et nous y viendrons tout à l'heure, un blocage de notre système politique. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre la proportionnelle, on aura les mêmes résultats. On peut revenir à un système beaucoup plus parlementaire, on sera toujours dans une situation où, disons, une élite cherche à utiliser les institutions pour ne pas appliquer ce que veulent les citoyens. Merci. Anne-Charlène Bézina. Bonjour à tous. Je vais évidemment rejoindre la ritournelle des remerciements qui sont pour le coup ritournelle mais sincères. Merci beaucoup pour cette journée. Merci à Julien Aubert pour son invitation et surtout pour ce moment d'échange autour de ce que représente aussi cette Constitution, parce que j'ai souvent l'occasion d'en parler de manière un peu technique, mais pas forcément par rapport à son image aussi. Alors la Constitution, on nous a posé 2 questions au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la Constitution de 58 et qu'est-ce qu'elle est devenue. Alors la Constitution de 58, c'est une 5e République, ce qui signifie que c'est profondément une constitution républicaine et d'attachement aux précédentes républiques. Le général de Gaulle le dit dans le discours référendaire du 4 septembre. Cette constitution ne peut pas se concevoir sans celle de la 4e, sans celle de la 3e, sans la 2e, sans la première république. Et je pense que c'est important de connaître physiquement aussi cette constitution. Elle commence par un très court préambule, mais ce préambule rappelle l'attachement du peuple français aux textes dont la teneur suit et qui ne sont autres que les textes de toute notre histoire. Donc, il y a d'abord cette première identité de la Constitution. Mais justement, c'est une constitution de réaction. C'est une constitution qui a souhaité une seule chose, il suffit de la lire dans la chronologie de ses titres. Titre 1, les principes fondateurs. Titre 2, le président de la République. Le voilà, c'est lui qui, en quelque sorte, est, je cite Michel Debré à nouveau dans le même discours d'août 58, la clé de voûte des institutions. Ce qui signifie que, en revalorisant l'exécutif, le projet même des rédacteurs, c'est de considérer que les erreurs de l'histoire par rapport au parlementarisme seront encadrées par l'existence toute simple du pouvoir exécutif. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ça ne signifie pas nécessairement que la Ve République est une constitution de régime majoritaire, voire
ultra-majoritaire. La République Godillot qu'on a connue dans les débuts de la Ve République, et encore début, il faudrait commencer cela en 62, puisque c'est vrai qu'en 58, la majorité est assez courte. La République Godillot, c'est le fait majoritaire qu'il a installé. Et ce fait majoritaire, c'est quoi? C'est la concordance entre une élection présidentielle au suffrage universel direct et l'élection législative qui en devient en quelque sorte une forme de vassalisation. Les législatives suivent la présidentielle au point que ça dépasse les clivages partisans. François Mitterrand, tout jeunement élu, va donner le programme des 100 propositions de gouvernement à l'Assemblée nationale en précisant que c'est désormais le programme législatif. Donc, on a pris de mauvaises habitudes avec cette Ve République de considérer que le président de la République, lorsqu'il est en période majoritaire, eh bien, est absolument le chef de tout. En réalité, on nous dit souvent, il rogne sur les prérogatives du Premier ministre, mais il pourrait rogner sur les prérogatives d'absolument tous les pouvoirs, puisque quand tous les pouvoirs s'entendent, comme en 2012 par exemple, François Hollande a l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, la municipalité, le Conseil constitutionnel, eh bien, c'est à la fois un président de tout ça. Donc, le phénomène majoritaire a changé la Constitution de 58, mais elle l'a permis. La Constitution, c'est un contrat social, vous l'avez dit, c'est un contrat fait avec le peuple pour pacifier les conflits et pour être en quelque sorte le règlement intérieur de sa vie en communauté. En communauté, c'est un terme très important en 58, puisque c'est la première constitution qui va organiser les communautés françaises, justement, c'est-à-dire la décolonisation, l'amorce de ce que sera la territorialisation aussi de l'action publique, et puis territorialisation vers le haut. Il ne faut pas oublier que le rappel au préambule de 1946, qui est le rappel de la charte de San Francisco au sens propre, c'est-à-dire le droit international comme une réaction à l'horreur qui a été vécue en 1945, eh bien tout cet attachement-là fait aussi partie de la Constitution de 58 lorsqu'elle donne une place pour la première fois aux traités internationaux, lorsqu'elle donne une place aux partis politiques, un petit peu contre l'avis du général de Gaulle bien sûr, mais qui le concède puisqu'on nous parle tout juste d'une liberté d'organisation de ces partis politiques, on ne leur donne pas plus de rôle que cela. Il y a évidemment tous les j'ai envie de dire, les laits et relais de la mer dans cette Ve République. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue ce que les constitutions deviennent, c'est-à-dire un outil, au fond, manipulé par le pouvoir politique. Et la manipulation, on l'utilise aussi en droit financier, on dit que les comptables manipulent les deniers publics, ça signifie mettre les mains dedans. Alors, les constituants, le pouvoir politique, les personnes qui peuvent réviser la Constitution ont changé cette Constitution. Ils l'ont changé dans le texte, ils l'ont changé dans la pratique, mais encore une fois, c'est aussi la vocation du texte constitutionnel que d'être utilisé, que de vivre avec le pouvoir politique. Il y a une dérive qui m'inquiète, qui est celle de l'ultra-présidentialisation de cette Ve République. Je considère que, quand on la lit réellement, on se rend compte qu'elle est rempli de pouvoirs de blocage mutuel, rempli de contre-pouvoirs. On a eu une semaine entre les deux tours de la dissolution de juin 2024 où on s'est rendu compte du fossé qui pouvait séparer un président de la République et un Premier ministre de cohabitation dure. Parce que les 3 cohabitations que nous avons connues sont en réalité des cohabitations très souples, des cohabitations, je qualifierais même de républicaines et de sportives dans leur manière dont les 2 têtes de l'exécutif se sont entendues. Mais rien, et je dis bien rien, dans l'article 15 de notre Constitution relative au fameux domaine réservé du président de la République que je cherche encore après 15 ans de pratique de la Constitution, eh bien, ce domaine réservé n'impose pas que le président de la République ne voit pas toutes les décisions d'envoi de troupes, d'envoi d'armes, d'envoi d'argent à l'étranger contresigné par le Premier ministre, et je vais même plus loin, par le ministre des Armées, par le ministre de la Défense. Donc au fond, nous avons une Ve République qui peut dériver lorsqu'elle est trop présidentialisée, et je dirais qu'elle a aujourd'hui à vivre le choc de majorité de beaucoup des constitutions du régime moderne. C'est-à-dire que la Constitution, le constitutionnalisme naissent du souci de la limite. C'est pas anodin que les premières constitutions écrites soient celles du début du XXe siècle, parce que la toute-puissance législative, ce qu'on appelle entre juristes le légicentrisme, c'est-à-dire cet amour, c'est la faute à Rousseau, la loi expression de la volonté générale, on l'a encore dans la Déclaration des droits de l'homme, et précisément cette faute à Rousseau, c'est l'amour de la loi ultra-puissante et qui a amené à ne pas forcément pouvoir voir les dérives de certains régimes. On a limité, on a ultra-limité, on a créé des cours constitutionnels pour qu'un contrôle soit fait sur l'action du législateur. Est-ce qu'aujourd'hui, cette limite, elle est encore complètement comprise par nos citoyens? Moi, ce qui m'inquiète, c'est
le dogme de représentativité. Je crois que ce choc de majorité que j'évoque pour les constitutions, c'est celui de la représentativité. Rien, au fond, dans les constitutions n'est complètement conçu pour qu'il y ait une représentativité des représentants. Et pourtant, il y a un terme qui fonde les constitutions, qui fonde la vie politique et la démocratie au fond, qui est celui de confiance. Et celui-là, une fois qu'on l'a perdu, on le pleure très longuement, mais c'est très difficile de le faire revenir. Donc moi, j'aimerais qu'on soit un peu, je vais employer une phrase de notre président, notre Premier ministre lors de son discours de politique générale, c'est le dernier stop avant la fin de l'Everest, ou je ne sais plus quelle chaîne de montagne il avait utilisé, mais si on est dans ce dernier stop, je pense que c'est celui de la confiance et de la représentativité. La Ve République, par ce caractère très exécutif, a parfois donné le sentiment qu'on avait complètement démusclé notre Parlement, qu'il n'était plus représentatif. Je crois que notre manière de fabriquer les lois est totalement malade. Je pense que nous avons trop de normes. Je pense que la loi ne se contrôle plus par le Parlement lui-même. Je pense que des procédures de rapidité, des procédures d'efficacité doivent être pensées. Je pense qu'il faut plus d'harmonie dans les pouvoirs des uns et les pouvoirs des autres. Je pense qu'il faut aussi faire renaître le Premier ministre de ses cendres. Et ça fait longtemps, puisque Maurice Duverger, en 61, avait titré un de ses articles à la RFSP « Michel Debré existe-t-il » Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on le retrouve. Et je crois qu'il y a, à droit constitutionnel constant, parfois même sans réviser la Constitution, avec un trait de plume sur le règlement de l'Assemblée nationale, beaucoup de choses à faire pour qu'elle soit à nouveau le contrat social de son époque. Arnaud Tessier. Je vais être assez bref. D'abord parce que je suis d'accord entièrement avec tout ce qu'a dit Natacha Polony, donc je ne vais pas redire un certain nombre de choses qu'elle a dites. Je suis moins d'accord avec ce que vous avez dit, sauf sur un point, qui est l'hyperprésidentialisation, qui à mon avis est un phénomène récent, qui date à mon avis des années Sarkozy, mais qui s'est beaucoup amplifié avec les années Macron, mais qui n'existait pas à l'époque de De Gaulle. Debré a pu donner le sentiment d'un relatif effacement parce que c'était la guerre d'Algérie et que De Gaulle était évidemment... Mais quand on considère le gouvernement Pompidou qui dure 6 ans, le Premier ministre existe vraiment, il n'y a pas d'hyper-présidentialisation. Et quand on regarde les archives, la façon dont De Gaulle fonctionnait, il laissait le gouvernement gouverner, il était tout à fait conscient des obligations qui revenaient au gouvernement. C'est vraiment une tendance récente, mais dont Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron ne sont pas totalement responsables. Je crois que c'est le quinquennat qui a beaucoup favorisé cette évolution. Et puis peut-être l'arrivée d'une génération de politiques dont la culture est différente et où l'importance du moi prend des proportions considérables. Je suis sûr que je vais heurter un peu mon ami Henri Guénaud, mais c'est quelque chose quand même qui apparaît avec les années 2000, les années 90, les années 2000, et qui n'a pas totalement disparu, loin d'un s'en faut, des générations politiques actuelles, mais qui était absente de la culture institutionnelle des origines. Donc entièrement d'accord avec l'idée que la Constitution n'est plus la même. Je dirais qu'elle a été génétiquement modifiée, et il y a vraiment des choses très importantes qui ont été faites. Le quinquennat... Dans la révision de 2008, il y a le rôle aussi du Conseil constitutionnel qui vient à la fois du rôle qu'on lui a donné et puis du rôle qu'il s'est auto-attribué et qui en effet, comme le rappelait tout à l'heure Henri Guénaud, a fait évoluer de lui-même son statut, puisque même je crois que dans les projets constitutionnels de 58, finalement on ne l'avait pas retenu, il était question d'y exclure complètement de ses compétences le préambule de la Constitution. Donc voilà, donc ça c'est quand même des évolutions majeures qui ont altéré quand même la substance de la Ve République. Mais je crois que aussi ce qui l'a altéré, c'est le fait qu'on n'utilise pas tous ces mécanismes. Alors je ne vais pas revenir sur le référendum parce qu'il a fait l'objet de la table ronde précédente, mais c'est quand même considérable. L'article 3 de la Constitution, ça lui est dit, l'article 3 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'élection de ses représentants et par la voie du référendum, les deux étant mis sur le même plan. Et en plus, en 1995, on a élargi le champ du référendum pour, bien entendu, ne pas s'en servir. Donc, la Ve République a 2 poumons constitutionnels et il y en a un qui ne respire pas. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un sentiment chez les Français, qu'il y ait une perte de confiance dans les institutions, dans la classe politique, etc. On fonctionne avec un seul poumon ou avec une seule jambe, je vous laisse le choix de l'image, mais je crois que les effets sont à peu près similaires. Et ça, c'est pour des raisons qui sont très simples et très claires, qui est que le politique ne veut pas prendre le risque du référendum. En politique, on ne fait pas de grandes décisions si on ne prend pas de risques. Ça, c'est quelque chose quand même qui est fondamental. Si on ne prend pas de risques, on ne fait rien. Et il y a toujours un risque à faire un référendum, même si tout le monde n'est pas obligé d'engager son mandat comme le faisait le général de Gaulle. On peut au moins s'inspirer de l'idée qu'il doit y avoir une certaine dramatisation
à condition évidemment que le sujet du référendum soit un sujet de grande importance. Et Dieu sait que les sujets de grande importance ne manquent pas aujourd'hui, si l'on veut bien laisser organiser les référendums. Donc ça, ce sont des aspects qui font que la Constitution, certes, a été altérée beaucoup profondément. Tout n'est pas irréversible, mais il y a des choses qui ont été altérées profondément. Et puis il y a des pratiques qui sont tombées en morceaux, qu'on a laissé tomber en morceaux. Et là, il suffit de les reprendre, ces pratiques, et de revenir à l'esprit des institutions. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est revenir un peu aux sources et sur quelles étaient les intentions, non seulement du général de Gaulle, mais des constituants de 58, parmi lesquels se trouvaient des personnalités politiques de la 4ème République. On rappelle de plus en plus, et c'est une bonne chose, quelque chose qui était peu connu, c'est que le 49.3, c'est une idée qui est venue de Guy Mollet, qui en avait assez, quand il était président du Conseil sous la 4e, de voir ses ministres élus à la proportionnelle partir consulter leur formation politique avant de manifester leur solidarité aux décisions gouvernementales. Madame Merkel pourrait nous en raconter beaucoup là-dessus, au moment de crise internationale grave, où là on a vu l'utilité d'avoir un président de la République avec une chaîne de décisions courte, et le drame pour un chancelier allemand, une chancelière allemande, d'avoir une chaîne de décision très longue due à la fois à la structuration politique du système, au mode de scrutin, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et que ça fait partie de l'esprit, en fait, de ce qu'a voulu faire De Gaulle et ce qu'ont voulu faire un certain nombre de constituants en 58, c'est ce que De Gaulle disait au discours d'Épinal en 46. Il a fait un constat. Alors c'est vrai qu'il a pris à son compte toute l'histoire de France. Ça, c'est son côté Charles Péguy, avec les bas morceaux et les hauts morceaux. Mais enfin, il avait une conception de certains régimes, de certaines expériences républicaines qui était très sévère, et notamment la Troisième République, et ne parlons pas de la Quatrième République, qui pour lui avait été une catastrophe, une perte de temps, et qui avait conduit le pays au bord de la guerre civile. Mais il considérait que la France était un pays qui avait connu 15, 16 ou 17 constitutions, et que c'était pour cela, alors que les autres grandes démocraties n'ont jamais connu une telle instabilité constitutionnelle, c'est pour cela qu'elle avait connu de grands malheurs des occupations étrangères. Il y a une phrase de De Gaulle qui est toujours extrêmement puissante, et tout se tient dans les malheurs d'un peuple, et pour lui, l'aspect constitutionnel tenait à tout le reste, mais tout le reste tenait à la question constitutionnelle. Et c'est le point sur lequel je voulais insister, où je voulais en venir, pour reparler de la façon dont la Constitution de 58 a été conçue. Donc, elle s'inscrit dans une continuité, elle tire les leçons de l'histoire, mais elle veut éviter à tout prix le retour à ce que De Gaulle appelait le régime de parti. Voilà. Il décrit, relisez les débuts des Mémoires d'espoir, il décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est simple, et il disait, il faudra se battre pour que les institutions tiennent et qu'on ne revienne pas sur tout cela. Mais le point sur lequel je voulais insister, et c'était esquissé d'ailleurs par Natacha Polony, c'est que pour De Gaulle, la constitution politique n'est qu'un élément d'un tout. C'est un programme qu'il accomplit en 58, entre 58 et 62. Au début de l'année politique, vous savez, cette publication qui relatait un peu les événements de l'année, l'année 62 avait été préfacée par Edgar Faure. Edgar Faure, en 62, écrit que De Gaulle est arrivé avec un plan extraordinaire qui portait sur tous les domaines. Pour De Gaulle, la Ve République, ce n'est pas seulement la constitution politique, ce n'est pas seulement les rapports entre les pouvoirs, c'est aussi une constitution administrative. Et ça, je pense que pour la droite française, ce serait important de s'en souvenir. Pour De Gaulle, le premier cœur, la première force de la Ve République, c'est son État, donc son administration, et pas seulement ses institutions politiques. C'est un État fort, et pas seulement dans le domaine régalien, c'est un État fort, un État puissant, un État respecté. Le mot qui revient le plus sous la plume de De Gaulle, à part la France, c'est l'État. Donc pour lui, la constitution administrative, c'est au cœur de tout. La constitution sociale, il y a une vision sociale de Gaulle qui refuse la lutte des classes et qui croit dans les nécessités d'un État social. Alain Supiot a montré dans une étude très remarquable qu'il y avait une constitution sociale de la Ve République très abîmée, etc. Cet État social gaulien est en mauvais état pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais le principe lui-même pour lui était important. Il fallait que ce soit une société qui refuse la lutte des classes et où il y ait une certaine cohésion sociale et donc un État social très présent. Et quand vous lisez la petite note de 68 où il décrit à l'intention sans doute de Maurice Coeuf de Murville ce qu'est la participation pour lui, croyez-moi, la participation, c'est pas simplement la participation des fruits de la croissance. C'est beaucoup plus que ça et c'est quelque chose qui va assez loin dans l'ordre de ce qu'il appelait la citoyenneté dans l'entreprise. C'est aussi une constitution économique industrielle, c'est un rôle de l'État dans l'industrie, il est attaché à l'économie libérale, mais il est pour une planification, il est pour une politique industrielle, je ne vais pas revenir sur tous ces aspects. Une constitution diplomatique et militaire.
nous vivons, c'est ce qui tient le mieux en France aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de nos institutions politiques, la constitution militaire, la chaîne de décision dans la mise en œuvre du feu nucléaire, tout ça, ça s'inscrit dans notre équilibre institutionnel. Et pour De Gaulle, il faut une défense autonome, il faut que la France, si elle doit être conduite à une situation de guerre, ce soit sa guerre, etc., etc. Et je vous renvoie au discours qu'il fait à l'école militaire en 1968, avant les événements de mai, où il dit « Nous avons bien fait d'adopter cette stratégie tous azimuts, de nous être dotés des outils institutionnels, d'avoir une politique étrangère indépendante, parce que nous ne savons pas qui gouvernera les États-Unis dans 20 ans, etc., etc., etc. » Il dit ça en 1968. Donc, voilà, je pense que tout cela, c'est quelque chose de très clair dans l'esprit de De Gaulle, c'est quelque chose qui a été abîmé, à la fois parce qu'on a changé les textes, on a changé les pratiques, c'est abîmé parce qu'il y a des pratiques qu'on a laissées tomber, il y a un esprit des institutions qui est perdu, mais je dirais pour terminer que ce qui est vital chez De Gaulle, ce qu'il faut comprendre, et chez ceux parmi ses successeurs qui l'ont suivi dans cette vision de la politique, c'est que les institutions qui ont du ressort, les institutions de la 5e, elles en ont encore, bien qu'elles soient un peu malades, les pauvres. Ce qui fait la fonction des institutions, pourquoi elles doivent être fortes, ce n'est pas pour protéger le pouvoir, c'est pour lui permettre d'agir. Et je crois que le drame des Français, ce n'est pas d'être éloigné de la décision, c'est que la décision s'est éloignée des institutions et qu'on se sert des institutions non plus pour gouverner, mais pour protéger le système politique en place, dans un système où, à mon avis, nous sommes en face d'une crise politique et non pas d'une crise institutionnelle. Merci Arnaud Tessier. Paul Melun. Bonjour à tous. Je voudrais commencer d'abord mon propos, moi aussi, par des remerciements. Remerciements à Julien Aubert pour son invitation chaleureuse à débattre. C'est toujours un plaisir de venir débattre. Et puis à l'Institut Valmy, à cette initiative que je salue. Et je crois, c'est une petite parenthèse, mais je pense que ce sera connecté à ce que l'on va dire après, que, étant donné, je suis un peu pessimiste dès le début, vous allez voir, mais parfois la pauvreté du débat dans certains partis politiques, avec les guerres de chapelle que l'on connaît, etc., trouver des endroits, des lieux où l'on peut débattre en pensant potentiellement différemment, où on a le temps de parler longtemps sur une question comme on peut le faire là cet après-midi. Et je parle en connaissance de cause parce que sur les chaînes d'information c'est parfois difficile de parler plus d'1 minute 30. donc ça me réjouit beaucoup et je suis très enthousiaste. Ensuite, sur la 5e République, et pour peut-être revenir au sujet, beaucoup de choses ont été dites par mes co-intervenants que je partage. Moi, je dirais peut-être que la Constitution de 1958 est tout à la fois une architecture, une clé de voûte nationale, qui va au-delà de l'objet juridique, de l'objet en droit, qui est une clé de voûte historique, philosophique, politique, et on le voit, tout cela transparaît au fur et à mesure, au fil du temps, au fil des décennies, et cela me semble, je vous le dis tout de go, je ne suis pas un partisan de la 6e République, un legs très précieux. C'est d'abord peut-être sur cet objet historique que je voudrais m'arrêter. Je crois que, historiquement parlant, ce que De Gaulle et Debré ont magnifiquement bien retranscrit à travers cette Constitution, c'est les aspirations profondes du peuple français, anciennes, parfois pointées du doigt comme paradoxales, mais moi j'y vois une certaine cohérence, entre une aspiration irrépressible à la liberté, à la souveraineté populaire, à la démocratie. La France est un peuple révolutionnaire, hein, c'est pas parce que je suis de gauche que je dis ça, je pense que l'histoire l'a démontré, et dans le même temps, à d'autres phases de notre histoire, et parfois aux mêmes, disons que l'aspiration populaire à la verticalité politique est aussi apparue. Il y a la France de l'Ancien Régime, bien sûr, il y a au XIXe siècle Bonaparte, puis Napoléon III, puis la Restauration, bien sûr, et je pense que si on ne comprend pas ces deux aspirations qui peuvent paraître antagonistes finalement, entre souveraineté populaire d'une part et verticalité politique d'autre part, on ne peut pas concevoir un système politique efficient et durable en France. Et du reste, même dans les discours politiques,
Je crois qu'il faut, à mon avis, comprendre cela pour diriger le pays. Et la Constitution de 58 répond finalement à ces deux éléments qui semblent paradoxaux, répond à la demande de souveraineté populaire, ça a été dit et bien dit, sur le sujet des référendums par exemple, quand on applique ce pourquoi votent les citoyens, et puis l'élection du président de la République au suffrage universel direct depuis 62, qui est une mini-révolution démocratique, jadis tous les 7 ans, désormais tous les 5 ans. C'est une élection qui suscite en France un enthousiasme et un engouement qui ne faiblit pas, qui a eu faibli et qui remonte, mais qui globalement demeure supérieur à beaucoup d'autres pays européens. Et ça, c'est sur le volet de la souveraineté populaire et sur le volet de la verticalité, avec quand même un pouvoir du président de la République qui a quelque chose de, si ce n'est d'exorbitant, je ne vais pas reparler de parlementarisme rationalisé, ça me ferait penser à mes cours à Sciences Po, mais disons que le parlementarisme a quand même été un peu rationalisé. Et que le président de la République, avec ce fameux domaine réservé qui est certes difficile à définir, mais on voit bien que, je ne vais pas parler du président actuel, mais que les présidents successifs se sont tous plutôt bien, peut-être un peu moins François Hollande d'ailleurs avec sa présidence normale, mais se sont tous plutôt bien mis dans les habits d'un président qui préside et qui laisse à son Premier ministre ou au Parlement un rôle un peu subalterne. Donc, je trouve qu'il y a là, finalement, un équilibre qui est intéressant et que, aujourd'hui, et je trouve ça injuste d'ailleurs, la Ve République fait un peu figure de bouc émissaire face aux crises que traverse le monde. Et lorsqu'on voit les régimes voisins en Europe, regardez en Espagne le problème avec la Catalogne, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un lit de rose quand même pour les gouvernements successifs. Rajoy s'y est cassé les dents, désormais la gauche s'y casse les dents aussi là-dessus. La continuité territoriale, par exemple, qui est un grand défi pour l'Espagne, n'est pas si garantie que ça par leurs institutions, même si elles sont différentes des nôtres. On prend d'autres modèles étrangers, on prend parfois, regardez nos amis belges, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant un moment. Sur les coalitions, Merz, le chancelier, a peiné à se faire élire là désormais. En Italie, il y a eu des grandes crises aussi. Enfin, donc, je veux dire, faire porter à la Ve République et à 1958 tous les mots MAUX de notre société, c'est un peu fort de café. Alors après, qu'on puisse mettre en place un certain nombre d'améliorations, moi par exemple sur le sujet de la souveraineté populaire, sur le sujet de la démocratie directe, je crois qu'il y a une aspiration profonde des Français à des mécanismes de démocratie directe. Souvenons-nous que par exemple pendant le débat des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne a été une doléance qui est apparue comme ça et qui est venue percuter l'actualité comme une forme aussi de remise en question de la démocratie représentative. Et moi je pense que s'il devait y avoir une crise, non pas de régime, mais peut-être institutionnelle ou démocratique dans toute l'Europe et dans tous les pays de l'Occident, c'est peut-être une crise de la démocratie représentative finalement. Une crise de confiance envers les représentants, une crise de distance entre les représentants et les citoyens, un procès fait en déconnexion, qui est parfois justifié, parfois non, et qui fait que, finalement, on essaie de trouver les solutions, et que parfois, qui par calcul politique, qui parce que le temps politique s'est considérablement raccourci et que nous sommes aujourd'hui dans une dictature de la communication permanente et où, avec la valse des ministères, pour reprendre une expression propre à la Quatrième République, mais qui pourrait s'appliquer à aujourd'hui, il est difficile de mettre en place des changements structurels, eh bien tout cela fait que la crise politique perdure et que certains en appellent à une 6e République. Bon, sur la 6e République, ce sera peut-être le débat d'après, je ne vais peut-être pas déflorer ce qu'on va se dire, mais moi je me rappelle quand j'étais au Parti Socialiste, il y a beaucoup de gens qui étaient pour la 6e République, notamment un certain Jean-Luc Mélenchon. Bon, quand on voit comment il gère son parti, on se dit que s'il veut rendre le pouvoir au peuple, il faudrait d'abord qu'il le rende peut-être dans son parti, accessoirement. Mais c'est toujours un peu curieux, les gens qui veulent rendre le pouvoir le rendent jamais quand ils sont concernés. Mais voilà, bon, je pense qu'à un moment donné, on peut débattre de ça, mais il n'y a pas de tabou, on peut débattre d'une 6e République, mais je crois que si d'abord on en vient à certains principes fondamentaux de notre 5e République et que on réfléchit, à cette aspiration nouvelle, renouvelée à la souveraineté populaire, on aura déjà fait un grand pas pour restaurer nos institutions et pour rétablir de la confiance entre l'État et les citoyens. Bien, merci pour ce premier tour d'horizon.
qui a permis de poser un constat intéressant: blocage institutionnel, blocage démocratique, constitution abîmée, crise de la souveraineté, crise de la représentativité et perte de confiance des citoyens. À partir de ce constat se pose la question du remède. Et ce remède, il peut prendre plusieurs formes. Alors, faut-il corriger les imperfections de la Constitution actuelle? Et si oui, lesquelles? Faut-il modifier la pratique? Puisqu'en fait, la pratique a modifié la Constitution. Donc, modifions peut-être la pratique pour revenir à l'essence même de ce qu'était le texte. Ou bien, faut-il tout remettre à plat et écrire une nouvelle page ou un nouveau texte constitutionnel? Anne-Charlène Bézina ou Natacha Polony? Alors, pourquoi pas. Il y a une très vieille querelle chez les juristes entre la question de la poule et de l'œuf, mais vue un petit peu différemment, je vous la déflore. C'est la question du fait et du droit. Le fait doit-il suivre le droit ou le droit doit-il suivre le fait? C'est la grande question, puisqu'au fond, le droit est social. Ou n'est pas. Et le droit constitutionnel, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trop changé dans les faits cette Constitution pour qu'elle soit encore un droit adapté aux faits? Ou est-ce que, de ce fait, le droit, la Constitution, doit se réviser pour au moins se remettre sur les rails de la pratique? Alors moi, je considère, en tout cas pour l'appliquer à la Constitution de la Ve République, que en venir à la Sixième République n'est, en ce qui me concerne, ni un tabou ni un totem. C'est-à-dire que cette Sixième République, si c'est pour revenir à la Quatrième République, j'ai tendance à penser qu'on aura passé 75 ans assez sympathiques avec une Cinquième République qui tenait la route, dont j'aurais la nostalgie. Si au contraire on va faire de cette Sixième République une Cinquième République, pourquoi pas plus représentative, plus ancrée, j'aurais peut-être aussi la nostalgie qu'on ait pu le faire avec une simple révision de la Constitution ou de sa pratique. Et donc j'appelle les vœux de Sixième République à peut-être s'installer dans la Cinquième pour voir ce qu'ils pourraient donner. Cette Cinquième République, on l'a dit, il ne me semble pas qu'elle doive changer sur le point du parlementarisme rationalisé. Alors je sais que c'est une unpopular opinion, mais je ne considère pas que l'article 49 alinéa 3 soit une procédure particulièrement autoritaire ou un déni de démocratie. Alors je rejoins néanmoins ce qui a été dit sur la réforme des retraites, mais à mon avis le mal venait d'avant. C'est-à-dire que je pense que le véhicule législatif de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative qui a fait découvrir à tous mes étudiants, et ça j'en ai été ravi, l'article 47-1 de la Constitution. Alors, article 47-1 qui n'est absolument pas une brutalisation du Parlement, puisque c'est tout simplement une manière d'installer les cavaliers, enfin, on va dire d'éviter les cavaliers sociaux, de permettre une régulation de la discussion de la loi de financement de la sécurité, mais on n'avait absolument pas besoin de cette LFSSR à ce moment-là, à part pour économiser un article 49 alinéa 3. Et là, on revient sur finalement un fait qui a été assez intéressant, à mon avis, dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que les institutions ne sont pas là pour préserver le pouvoir. Et au fond, la pratique des constitutions ne dépend pas des constitutions elles-mêmes, et c'est très difficile d'arriver à mettre dans la Constitution des garde-fous pour des pratiques anticonstitutionnelles de la Constitution. Donc, l'article 49 alinéa 3 me semble être tout à fait légitime. Alors, parfois, on me parle d'une forme de contrat de responsabilité, pourquoi pas, éventuellement, modifier cet article 49 alinéa 3 pour permettre qu'il ne soit plus utilisé qu'en fin de procédure, par exemple, à la manière dont l'a fait Michel Barnier, et en contrepartie, demander à ce que la motion de censure soit constructive. Pourquoi le font les Espagnols et les Allemands? Alors nous, on était à deux doigts de passer le pas d'ailleurs en 58, quand on s'est rendu compte que c'était un peu brutal pour l'opposition. Pourquoi pas, finalement, si on concède au niveau du 49.3, proposer quelque chose à ce niveau-là? Mais je crois évidemment que si en plus on installe une représentation proportionnelle, c'est-à-dire qu'on a une assemblée avec 11 groupes comme on les a aujourd'hui, mais 11 groupes ultra représentatifs qui auront le sentiment de s'être battus pour arriver à leur fin, et bien dans ce cadre-là, si on n'a plus l'exécutif qu'on a sauvé de la Ve République, eh bien on retombe là, même plus vraiment dans la Quatrième République, qui avait fait l'effort de se pseudo-rationaliser, mais carrément dans la Troisième République des périodes de proportionnel, puisqu'il faut rappeler que sous la Troisième République, on était aussi très souvent en scrutin d'arrondissement, c'est-à-dire sur un scrutin majoritaire. Donc moi je ne crois pas que ce soit le parlementarisme rationalisé qui soit le problème, je ne suis pas persuadée non plus que ce soit le mode de scrutin, mais ce qui me semble être vraiment le point sur lequel la Constitution a besoin d'évoluer, c'est les carcans qu'elle s'est mis elle-même. Finalement, par exemple, ce référendum d'initiative populaire, on l'a installé en 2008, on a dit pourquoi pas proposer une procédure de pétition. Alors, c'est pas tabou, ça existe en Italie, c'est pas utilisé toutes les 4 matins de manière complètement déstabilisatrice. Néanmoins, on a installé tant
d'éléments dans la procédure qu'au fond, c'est une forme de réforme constitutionnelle à l'essai. D'ailleurs, quand on relit les travaux parlementaires au Sénat, on a dit, bon, si toutefois on voit qu'il y a une ou deux utilisations, il faudra quand même revenir la modifier parce qu'à l'heure actuelle, elle est complètement inutilisable. Donc, voilà, déverrouiller ce référendum d'initiative populaire. Et puis, j'ajoute qu'il y a quand même besoin d'un renouveau de la pratique. On a parlé de la crise de la confiance. La crise n'est pas institutionnelle. Appuyer sur le bouton du référendum, c'est la chose la plus simple qui soit. En 58, le président de la République a conçu l'article 11 sans quasiment aucun verrou, à part la proposition, qui, on le sait, en 62, était quand même franchement pas une proposition Georges Pompidou, hein. Donc une proposition du Premier ministre qui est assez facile à trouver en période majoritaire. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de garde-fou à l'usage de mécanismes qui font partie de la Constitution et qui, à mon sens, permettrait sûrement de déverrouiller des blocages. Alors, j'ajoute que je pense qu'il y a des impensés sur le terrain de la responsabilité. Pourquoi cette Cour de justice de la République, par exemple? Est-ce qu'elle est encore complètement légitime aujourd'hui? Il y a, à mon avis, un petit pas à faire pour que la Constitution ne soit plus uniquement un outil de légalité, mais un outil de légitimité. Et ça, finalement, ça repose aussi sur la pratique de la Constitution. Merci. Natacha Polony. Merci. Je pense que pour se poser la question de savoir s'il faut passer à une 6e République, rester à la 5e, il faut revenir à un point. Il y a un mot qui est affiché ici, que nous avons tous évoqué, qui est le mot de souveraineté. Ce mot de souveraineté, pendant des années, a été transformé en gros mot. Il était tabou. Or, si on regarde la Constitution de la 5e République, on comprend que la souveraineté, c'est l'autre mot pour dire la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple. Et on peut ajouter que cette souveraineté du peuple nécessite une souveraineté nationale, la possibilité, puisque une nation entravée ne permet pas au peuple d'exercer sa souveraineté et de décider de son destin. J'ajouterais également qu'il faut une forme de souveraineté individuelle, c'est-à-dire une éducation qui permet à chacun d'exercer son libre arbitre. Donc une fois qu'on a compris cela, on s'aperçoit que le problème, ce ne sont pas les institutions. Le problème, c'est la pratique des institutions pour éviter d'entendre ce que disent les citoyens. Comment en arrive-t-on là? Et comment en arrive-t-on à toutes ces pratiques des institutions qui viennent d'être décrites et qui servent en effet à contourner par tous les moyens possibles ce que les citoyens essayent de dire? Ça s'appelle une dérive oligarchique. Cette dérive oligarchique se traduit notamment par la forme qu'a prise la Constitution européenne. Mais cette forme qu'a prise la Constitution européenne découle de l'emprise du système économique, à savoir la dérégulation, le néolibéralisme dans cette vague qui naît à la fin des années 1970, donc, et dans la façon dont ce système économique s'emploie à contourner les protections sociales qui émanent de décennies de lutte et qui sont des acquis, notamment après la libération. C'est cela qui se joue. Donc comment faire pour contourner cela? Eh bien, il s'agit systématiquement de prendre tous les éléments, de mettre en place tous les éléments qui permettront de vider de sa substance la Constitution, de vider de sa substance l'expression de cette souveraineté du peuple, pour que les politiques en fait, acceptent de se dessaisir de ce pouvoir qui leur a été confié. Et ils acceptent bien volontiers pendant des années. Et ça aboutit, eh bien, par exemple, à cette phrase de Philippe Séguin que citait tout à l'heure Aquilino Morel. En effet, droite et gauche sont des détaillants qui se fournissent chez le même grossiste. Mais en fait, le même grossiste, ce n'est pas l'Europe. C'est la dérégulation et le système de division mondiale du travail et de mise en œuvre de l'ensemble de ces instances, OMC, etc., qui permettent de contourner ce qui fait en fait la règle démocratique. Donc c'est de cela que nous sommes les héritiers. Donc la question n'est pas la question institutionnelle. Quelle est la nature de la crise politique que nous traversons? Cette crise politique vient du fait, d'abord on ne le rappellera jamais assez, du fait que quasiment 50% des citoyens s'abstiennent et qu'en général ce sont les plus pauvres, donc nous avons réinventé le système censitaire. Et deuxième point, dans ceux qui votent, il y en a une forte proportion, jusqu'à 35%, qui votent pour un parti qui ne s'allie pas avec les autres et qui est coupé du reste du champ politique. Ce qui condamne tous les autres partis à ne pas pouvoir être majoritaires.
C'est ça le blocage des institutions. Donc on peut en effet inventer tous les scrutins qu'on veut, on peut tourner autour du pot, on peut réviser les institutions, ça ne changera rien, puisque quoi qu'il arrive, et même avec la proportionnelle, le Rassemblement national ne pourra pas s'allier, en tout cas pour l'instant dans l'état actuel des choses, avec d'autres partis, et que les autres, de toute façon, seront suffisamment divisés pour ne pas être majoritaires. La logique des 3 blocs, qui aujourd'hui est en train de gripper les institutions, vient du fait que nous avons à chaque fois 2 blocs qui excluent le 3e. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 blocs qui expriment leur détestation de ce système économique, mais qui le font sur des bases différentes, mais qui demandent en tout cas qu'on sorte de cela, pendant que le 3e bloc, en gros, rassemble les gagnants de ce système. Nous avons 2 blocs qui considèrent que le Rassemblement national ne doit pas arriver au pouvoir et qui donc votent les uns pour les autres, même quand ils ne sont d'accord sur rien. Et enfin, nous avons 2 blocs qui considèrent que le communautarisme et le clientélisme des insoumis est dangereux pour la République et qui considèrent que non, la police ne tue pas. Ou en tout cas que ce n'est pas le premier problème et que si on parle des problèmes de sécurité, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus urgents à régler. Voilà, c'est ça le système. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que là, nous pouvons discuter tant que nous voulons de référendum par référendum. On a vu qu'Emmanuel Macron avait promis un référendum. Et alors, le déroulé de l'émission de TF1 est absolument délicieux, puisque j'ai encore en tête cette image avec écrit sur le grand panneau derrière Gilles Boulot et Emmanuel Macron, référendum, les annonces de Macron. Et là, rien. Pourquoi ? A-t-il eu peur, justement, du fait que le Conseil constitutionnel pourrait venir pinailler sur l'intitulé d'un référendum ? Enfin, peu importe, on s'en fiche. La question n'est pas là. L'impuissance ne vient pas de là. Donc, la seule réponse à la crise que nous vivons, alors j'allais dire, non pas la seule, il y en a 2. La première, c'est une réponse à la crise de la démocratie représentative. Et ça nécessite de rappeler juste une chose, c'est qu'un citoyen, ce n'est pas seulement quelqu'un qui respecte les règles et qui s'inscrit qui va voter tous les 5 ans. Pour être citoyen, il faut potentiellement pouvoir gouverner. Ce qui signifie que le système actuel dans lequel nous n'avons aucun renouvellement des élites et dans lequel une part immense des citoyens français considèrent que les représentants sont d'une classe qui n'est pas la sienne et qu'il n'atteindra jamais la possibilité d'être du côté des gouvernants, ça, c'est la négation de la démocratie. Et deuxième point, eh bien, c'est tout simplement de penser une offre politique potentiellement majoritaire. Et elle existe. Il existe une offre politique qui peut permettre de casser cette logique des 3 blocs en répondant aux aspirations qui se font jour. Et là, je peux vous garantir que si des politiques se saisissent de cela, proposent ce projet majoritaire, alors les institutions de la Ve République fonctionneront parfaitement. Merci. J'ajoute une dernière chose. En conclusion, puisqu'on citait Alexandre Dumas qui a beaucoup écrit sur les guerres de religion, je rappellerai la phrase de Catherine de Médicis, et maintenant, il faut recoudre. Voilà. Paul Melun. Merci. Non, je rejoins totalement le constat. J'allais moi aussi commencer par l'idée de souveraineté. Je pense qu'elle est finalement au cœur du sujet, y compris d'ailleurs sur le sujet de la dépolitisation ou de l'abstention. On entend souvent, dans les témoignages des personnes qui s'abstiennent, l'argument massu, ça ne sert à rien. Le premier truc qu'on entend généralement. Ça ne sert à rien, nous ne sommes pas écoutés. De toute façon, que l'on vote ou pas, ça finira pareil. C'est sûr qu'avec des événements comme 2005 et le traité portant constitution Union européenne, et vu comment ça s'est terminé en 2008, on comprend que les gens soient légèrement échaudés et craignent pour l'avenir de leur vote. De la même manière,
je ne veux pas faire de démagogie bas de plafond ici, mais les tripatouillages électoralistes, les alliances partisanes de circonstances, etc., ont aussi quelque peu inquiété les gens et font que, disons qu'entre l'acte de l'isoloir et puis derrière la traduction politique de cet acte ô combien fondamental dans une démocratie, il a été maintes et maintes fois dévoyé, il a été abîmé. Et au fil des décennies, il a été abîmé sans être recousu, sans être rétabli. D'où, je pense, la défiance qui s'est installée envers la démocratie représentative. Une double idée finalement, l'idée selon laquelle, quel que soit mon vote, le représentant pour lequel je vote ne tiendra peut-être pas parole ou ne fera peut-être rien, et deux, peut-être qu'il ne pourra juste pas le faire parce que les institutions européennes, parce que les marchés financiers, parce que les agences de notation, parce que toutes sortes d'autres choses, vraies ou pas vraies d'ailleurs, mais en tout cas, ça va être le sentiment, vous connaissez le sentiment d'insécurité, là c'est le sentiment de démocratie qui ne va pas fonctionner, le sentiment de on ne va pas m'écouter, on ne va pas faire ce pourquoi je vote. Donc déjà il faudrait que mais là c'est la responsabilité des élus, la responsabilité des politiques, il faudrait que collectivement, peut-être tous, se questionnent là-dessus. Et peut-être tout particulièrement dans le camp de la modération, dans le camp de la nuance, dans le bloc central, qui est au pouvoir depuis 1958 et qui a une responsabilité immense. C'est-à-dire que déplorer la montée des discours démagogiques, déplorer la montée du populisme, faire la leçon, dire aux gens en permanence, ne votez pas pour ces partis-là, ils sont très dangereux. Bon, ça marche 5 minutes, ça marche depuis un petit moment, plus que 5 minutes d'ailleurs, ça marche en 2002, ça marche aujourd'hui. Mais ça suffit pas. Il y a une forme de paresse intellectuelle à seulement donner une injonction aux gens de bien voter. Non, il faut régler les problématiques profondes, et là on en cite quelques-unes, qui font que la démocratie représentative est en crise, qui font que on va voter pour des partis dits anti-système, et là encore ça montre que c'est pas un problème de 5e République, partout en Europe, partout en Occident. Donc, si ce phénomène-là est une lame de fond aussi considérable, il y a peut-être des raisons communes. Et je crois que parmi ces raisons communes, l'idée selon laquelle la souveraineté est bafouée en fait partie. L'idée selon laquelle aussi, il y a, et ça c'est difficile à expliquer, ça nous prendrait peut-être du temps, il y a une peur panique chez une partie des élites économiques, politiques, médiatiques, ce que vous voulez, pour le référendum, pour la consultation du peuple. On a peur, et je crois que la plupart des grands dirigeants de ce monde s'inquiètent, notamment en France, de l'idée de redonner le pouvoir au peuple. C'est pour ça, du reste, que les mécaniques de démocratie directe sont aussi souvent terrifiantes et escamotées. Pendant le grand débat national, par exemple, qui a succédé aux Gilets jaunes, il y a eu cette très bonne idée, je trouvais que c'était une bonne idée, moi, d'ouvrir des doléances, des cahiers de doléances, et d'écouter ce que disaient les Français. Et pour avoir lu beaucoup de ces doléances, il y avait de très bonnes idées. Il y avait des choses intéressantes. C'était pas, au début, on a voulu caricaturer ça, disant que c'était un ramassis de type d'extrême droite sur les ronds-points avinés, etc. C'est faux. Il y avait des propositions très intéressantes, notamment pour de grandes modifications institutionnelles et démocratiques. C'était une démarche intellectuelle, c'était l'intelligence populaire au beau mot du terme. Eh ben non, on a claquemuré ces doléances au fin fond de sous-préfectures et de conseils généraux, départementaux maintenant, et on n'en a rien fait. Donc, rendez-vous manqué avec la démocratie, là encore. Et maintenant, on en est à des artifices, à des trifouillages institutionnels, parce qu'on ne sait pas pallier à ces problématiques de fond. Donc on se dit, bon, on pourrait multiplier les consultations, conventions, associations, je ne sais quoi, on met plein de gens dans une salle, on leur pose plein de questions, ils donnent plein de conclusions, puis après on les suit pas. C'est pratique. C'est pratique. Comme ça, il n'y a pas, si vous voulez, d'obligation à suivre Vox Populi, Vox Dei. Là, on s'affranchit complètement de cette idée. Donc, il y a ça. Il y a l'idée de la proportionnelle. Moi, sur le fond, j'aurais tendance à être plutôt favorable. Tout ce qui permet à l'Assemblée nationale d'avoir une meilleure représentativité est une bonne chose. Mais je me méfie beaucoup de la proportionnelle pour une raison, qui est que, pour connaître un peu le fonctionnement en interne de certains partis politiques, je crois que vous offrez là une formidable opportunité aux apparatchiks de tous les pays qui vont s'unir, apparatchiks de tous les partis qui vont faire la vie politique locale à la place des élus locaux, à la place des militants, à la place des sympathisants. Donc si vous voulez donner le pouvoir à Paris à 15 personnes autour d'un bureau et d'une machine à café, il n'y a pas mieux que la proportionnelle. Voilà.
Le député, c'est aussi, et d'ailleurs il y aura un débat sur le cumul des mandats, c'est aussi un échelon local, un relais de la parole populaire. Et moi personnellement, mais ça c'est que mon avis, je préfère avoir dans ma commune un député maire qui est bien ancré, qui est bien enraciné, qui écoute les problématiques et qui les remonte à Paris, plutôt qu'un type qui a été nommé par Paris, qui ne connaît pas, qui est parachuté et qui repartira aussi vite arrivé. Je pense que là aussi, il y a des questions à se poser en matière, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais de décentralisation, en matière de relais locaux. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à l'échelon de la commune. Un peu nostalgie de la notion du socialisme municipal, de Fourier, de Cabot, etc. Je pense que l'échelon communal est très important. Regardez la popularité dont jouissent les maires. C'est les derniers en politique à avoir encore un peu de popularité. Le maire, il est à portée d'engueulade, comme on dit. Il est proche des Français. Et je crois qu'il y a là, peut-être, et d'ailleurs c'est pas un hasard si le président de la République, lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, a réuni les maires dans des assemblées, c'est qu'il a compris qu'il y avait là matière à communiquer avec le peuple presque en ligne directe, avec un intermédiaire le plus proche possible. Donc, il peut y avoir des mécanismes de restauration démocratique. Ça passe, je pense, par les communes. Ça passe, je pense, par des mécanismes de démocratie directe, référendums d'initiative citoyenne, référendums locaux sur des problématiques locales, pourvu qu'on les suive là aussi. Regardez ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Donc, à un moment donné, consulter le peuple, c'est un truc qu'on dit partout, de sa première année à Sciences Po à sa dernière à l'ENA, ou enfin maintenant à l'INSP, mais on le fait jamais vraiment. Donc, chiche, faisons-le, avec l'idée aussi que ça commence par, et là j'ai beaucoup aimé le mot de Natacha sur aussi l'idée de souveraineté individuelle, que ça commence aussi par la culture, par l'éducation, et que un grand peuple éclairé sera toujours plus à même de prendre son destin en main qu'un peuple soumis à une mondialisation culturelle avachissante et avilissante. Voilà. Merci à Arnaud Tessier pour conclure cette séquence. Oui, deux choses. Là encore, pour ne pas redire des choses, j'ai eu beaucoup de choses, et trois co-intervenants avec lesquels j'étais d'accord. D'abord, je pense en fait, on voit qu'on touche à deux sujets qui se recoupent. Il y a une crise politique française et une crise de la pratique institutionnelle et une crise de confiance dans les institutions dont on a décrit les symptômes, les manifestations et sans doute déjà certaines solutions. Mais il y a une crise plus globale de la démocratie. Et moi, j'ai été très impressionné par le livre fait il y a quelques années par Yves Mény, le professeur Mény, Imparfaite démocratie, qui explique que la démocratie, depuis l'origine, repose sur un pacte tacite, c'est-à-dire la souveraineté nationale appartient au peuple, mais le peuple accepte de s'en dessaisir en partie au profit de ses représentants, à condition qu'ils lui apportent du bien-être, de la sécurité et une promesse de progrès. Et il dit à partir du moment où ces promesses disparaissent, eh bien, cette frustration naturelle de la démocratie devient insupportable et ça cause le populisme, etc. C'est une explication toute simple, mais qui explique tout à fait ce qui se passe dans les grandes démocraties aujourd'hui, ce qui explique tout à fait aussi les réactions, comme par exemple l'élection de Trump, et ce qui explique aussi pourquoi la France est touchée par ce phénomène. Je me souviens que c'est un peu l'échec malheureux de Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'il voulait rassembler au centre 2 Français sur 3. En fait, ils sont 1 sur 3. Les 2 sur 3 sont hors du centre et parce qu'en fait, voilà, le centre n'est pas quelque chose qui est forgé par un programme politique, mais par le refus d'un certain nombre de responsabilités que les gouvernements successifs ne veulent pas exercer. Ça a été pointé par Philippe Séguin, ça a été rappelé, et qui fait que donc les Français vont porter soit vers l'abstention, soit vers les extrêmes, et puis les extrêmes, de moins en moins extrêmes, finissent par réinvestir le champ politique, et le centre devient de plus en plus rikiki. Donc on est dans cette évolution, voilà, qui n'a rien de surprenant, mais qui a des racines qui s'inscrit dans un phénomène qui n'est pas que français, je crois qu'il faut en être conscient, mais qui est particulièrement dramatique en France, et paradoxal, puisque justement, on s'était doté en France depuis 1958 d'institutions qui étaient destinées à freiner, ou en tout cas lutter contre ce genre de tendance naturelle de la démocratie, qui est de faire que la souveraineté, il y a un contrat qui doit être respecté en quelque sorte, et ce contrat suppose que les gouvernements gouvernent et ne s'abritent pas ni derrière des traités internationaux, ni derrière des juges français ou européens ou internationaux, ni derrière la fatalité de la mondialisation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit qu'il y a un certain nombre de solutions. Mais si l'on veut, par exemple, faire évoluer la Constitution, revenir sur certaines erreurs ou enclencher un certain nombre de grandes politiques, il y a quand même un sujet, ça devient très difficile, voire impossible.
lorsque le général de Gaulle a utilisé l'article 11 pour réviser la Constitution, et pas pour rien, vous le savez, puisque c'était pour l'élection du président suffrage universel, on l'a interrogé sur le fait de c'était pas constitutionnel puisqu'il y avait un titre de la Constitution entier, de la révision, etc. Et de Gaulle avait répondu avec des arguments tout à fait pertinents, dont certains sont oubliés. Alors il avait dit d'abord, je sais pourquoi j'ai fait l'article 11, puisque j'ai quelques rôles dans sa rédaction. Ensuite, l'organisation des pouvoirs publics, c'est quoi, si ce n'est pas les pouvoirs constitutionnels? Et il rappelait que les lois constitutionnelles de la Troisième République portaient sur l'organisation des pouvoirs publics. Et quand on demande à des constitutionnalistes c'est quoi si ce n'est pas les pouvoirs constitutionnels, souvent on a quelques silences ou quelques méditations. Et troisièmement, surtout, je crois que De Gaulle disait comment pourrait-on à ce moment-là réviser la Constitution, et il en saura quelque chose, si par exemple on veut modifier les pouvoirs du Sénat. Parce que la procédure de l'article 89 est extrêmement compliquée et difficile sur le plan politique et sur le plan parlementaire. Or, aujourd'hui, on a toujours ce problème. D'ailleurs, vous savez que ça a été en partie fatal au général de Gaulle. Ensuite, parce que le recours à l'article 11, on croyait qu'il était entré dans les mœurs, qu'il avait été ratifié en quelque sorte par l'usage qu'en avait fait le général de Gaulle et par la façon dont les Français avaient répondu à son appel au peuple, au point d'ailleurs qu'il en avait tiré les conclusions personnelles en 1969 en quittant le pouvoir alors que rien ne l'y obligeait. Donc on croyait que c'était réglé. Non, ce n'était pas réglé. Et on se demande si l'article 11 en réalité est encore utilisable sur de vrais sujets de fond, parce qu'entre-temps, il y a eu cette montée en puissance du juge constitutionnel qui est quand même un vrai sujet en termes de blocage des institutions. Je ne suis pas en train de dire que le Conseil constitutionnel est un obstacle absolu, mais il faut bien voir que la conception de l'état de droit a été poussée jusqu'à une telle logique que maintenant il y a un vrai problème d'exercice de la souveraineté, surtout que le rôle du juge français s'inscrit dans ce que Alain Supiot appelait la guerre du dernier mot, c'est-à-dire une sorte de guerre que se mènent les juridictions de tous les niveaux, européens et internationaux, etc., pour avoir le dernier mot. Donc cette guerre du dernier mot, dont on a rappelé la jurisprudence allemande tout à l'heure, cette guerre du dernier mot est une guerre sans pitié, et à la fin, le manteau de la souveraineté du peuple devient un tissu bien ténu. Donc je pense que pour faire évoluer les choses, sur les grandes questions, même sur les grandes questions de société, ça va être extrêmement difficile, et je ne pense pas que la France fera l'économie un jour, non pas d'une épreuve de force de coup d'État, mais d'une épreuve de force sur l'article 11 entre un président nouvellement élu et le système. Je pense qu'on n'y échappera pas. Sinon, le système va rester, je le crains, bloqué durablement. Merci. Alors, comme nous sommes des grands démocrates et que nous avons entendu votre message, je vous propose, dans le cadre de cette troisième séquence et troisième partie de cette table ronde, de redonner la parole au peuple et donc de passer à la séquence de questions-réponses. Et j'en vois de nombreuses, avec des réponses assez courtes pour conserver la dynamique. Eh oui. Ça devient une denrée rare, le micro qui... Voilà. Mais la question que je me pose, c'est au fond, est-ce que cette Constitution, ce qu'il faudrait, c'est pas tout simplement la remettre en l'état originel, revenir au fondement, revenir aux fondations, et enlever tout le gras, parce qu'on en a mis du gras depuis. Hein. Bon. Et donc des espèces de révisions constitutionnelles qui en ont surajouté sur tous les sujets. Un exemple simple, qu'est-ce qui donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de substituer ses appréciations sur l'opportunité des lois à celles du Parlement? C'est sa décision de 71 par laquelle il a décidé tout seul, et contrairement à la volonté des constituants, de donner une valeur juridique au préambule de la Constitution, lequel comporte des dispositions, surtout le préambule de 46, tellement flou, que l'on met, utopique, que l'on met ce qu'on veut là-dedans. On en fait ce qu'on veut, c'est de la pâte à modeler. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Hein. Vous prenez l'article 61 de la Constitution, ou l'article 61, alinéa 2, sur le contrôle du Conseil constitutionnel, et vous mettez que le Conseil constitutionnel contrôle
les lois par rapport aux articles de la présente Constitution, ce qui exclura le préambule et basta. Bon. Donc c'est assez simple. Pardon. Et bien entendu, comme il faut quand même qu'on ait quelques droits et des libertés dans le texte, voilà. Eh bien on met les principaux, les essentiels de 89, on les met dans les articles 1er, 2 et 3 de la Constitution, on rajoute un peu dans l'article 34, on fait ça, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Pardon. S'il n'y a pas, bon, s'il n'y a personne pour le vouloir, comment voulez-vous qu'on le fasse? La procédure, le procédé est facile comme tout. On peut revoir tout ça, mais ce qui manque, c'est la volonté politique, et on ne l'entend pas beaucoup. Ce qu'on entend surtout, c'est plutôt comment fait-on pour en rajouter encore? Pardon, mais il me semble qu'il y a vraiment un écueil avec la question prioritaire de constitutionnalité qui, je cite l'article 61-1, nous dit la Constitution protège les droits et libertés des citoyens qui peuvent donc saisir le Conseil constitutionnel en justice. Si vous retirez le préambule de la Constitution de toute valeur contentieuse pour le Conseil constitutionnel, il reste un article, 2, avec l'article 34, qui concerne les droits et libertés des citoyens, c'est-à-dire la loi, l'article 34 avec le domaine de la loi, et l'article 66 sur les libertés individuelles. Donc vous proposez un correctif de l'article 34 en insérant quelques libertés. Pardon, mais encore une fois, les libertés de 1789, quand on nous dit la force publique doit être financée par la contribution de tous, aujourd'hui on ne parle plus de contribution, on parle d'impôt, là encore, la valeur interprétative et le flou est très existant. De même avec la constitution slovaque, la constitution espagnole, les amendements de la Constitution des États-Unis, à partir du moment où vous consacrez un droit, il est évidemment d'un flou originel qui est dans le libéralisme national depuis toujours. C'est-à-dire que faire savoir ce que signifie la volonté de Montesquieu lorsqu'il nous parle du pouvoir qui arrête le pouvoir, est-ce que c'est une destitution, est-ce que c'est une séparation rigide, la question de l'interprétation fera de toute façon toujours partie du travail des juges. Donc retirer le préambule, c'est retirer les droits de la Constitution, et si vous retirez les droits de la Constitution, que reste-t-il au juge constitutionnel de la QPC? Et vous mettez les droits les plus essentiels, ceux de pourquoi en choisir 1789, certains dans le texte, y compris dans le passage sur l'autorité judiciaire. Comment ne pas installer de guerre des droits fondamentaux? Ça va être mais très vous compliqué. évacuez tout le gras qui donne lieu à des interprétations loufoques du Conseil constitutionnel. Comment faites-vous ce tri? Comment faites-vous ce tri? C'est très aléatoire et très subjectif. Mais les droits illégitimes sont... Pardon, Natacha mesdames, Polony, s'il vous plaît. mais simplement, le débat est absolument passionnant et tout à fait justifié. Pour autant, il me semble que dans l'état actuel de la France, la priorité pour quelqu'un qui arriverait au pouvoir, pour un président qui même aurait été porté par une majorité, ne serait sans doute pas dans un débat aussi pointu. Et je pense que le fait même de s'abîmer dans ce débat ferait perdre l'énergie et la dynamique qui pourrait permettre, dans l'état actuel du droit et avec tous les défauts que nous avons tous constatés, qui pourrait permettre malgré tout d'agir dans un sens qui protégerait les droits des Français et la pérennité du pays, il me semble. Merci. Peut-être. Oui, bonjour à tous, bonjour et merci pour ce débat absolument passionnant et où des choses tout à fait pertinentes ont été dites. Donc je salue bien sûr toute l'assistance, Natacha Polony, Paul Melun, Anne-Charlène Bézina et l'excellent Arnaud Tessier, dont j'invite l'auditoire à lire les livres parce qu'il écrit des livres absolument passionnants. Donc voilà. Ma question est la suivante. Au-delà de la problématique de la Ve République qui a été un petit peu dévitalisée, et vous en avez parlé de façon extrêmement pertinente, Natacha Polony et tout l'auditoire, je pense qu'il y a, au-delà de ça, une question centrale. Il me revient en mémoire une phrase de Max Gallo, qui nous a malheureusement quittés, et qui disait déjà en 2013 dans une émission de radio, « Les élites françaises croient-elles encore en la France ?» Et il répond, « J'ai bien peur que non. » Et ensuite, deuxième question, il dit, « Est-ce que les Français croient encore en la France ?» Et là, j'ai peur de la réponse, et donc il était quand même relativement inquiet. Alors moi, je ne suis pas dans le pessimisme, parce que je pars du principe que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense qu'il y a des gens qui croient en la France. Il y a Julien Aubert qui a créé un parti qui s'appelle Oser la France. Donc je veux dire, je pense qu'on croit encore en la France. Et Georgi Kuzmanovic a créé un parti qui s'appelle République souveraine. Donc il croit en la souveraineté. Et il sait que sans souveraineté, on ne peut rien faire. Moi, la question est la suivante, c'est par rapport
à la sphère médiatique. C'est assez terrible, le débat est de plus en plus pauvre. Je rejoins ce que dit un petit peu Paul Melun, qui effectivement tout à l'heure disait qu'il n'y a pas suffisamment de temps dans les débats. On se souvient d'une émission qui était vraiment très très bien sur France Télévisions, qui s'appelait, ça va me revenir, l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais. Peut-être pourriez-vous poser votre question. Où il y avait des débats intéressants. Comment faire pour lutter contre cette espèce de manque de pluralisme absolument ahurissant dans les médias? Moi, je voulais juste aussi dire quelque chose qui m'avait absolument choqué. Il y avait un chef d'édition, dont je ne connais pas le nom, peu importe, sur France Télévisions, qui proposait à ses journalistes des primes pour faire des reportages dithyrambiques sur l'Union européenne. Là, à ce moment-là, quand je vois ce genre de choses, je commence à me poser des questions sur le niveau des journalistes et sur la pluralité. On est un peu loin du débat sur le changement de République, monsieur Convenez-en. C'est une question centrale, c'est-à-dire que si la souveraineté n'est pas évoquée dans les médias, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir aussi. Paul Melun, Merci. pour une réponse rapide. Merci. Oui, non, alors effectivement, c'est pas totalement lié au sujet de la 5e, cependant, c'est lié au sujet quand même de la souveraineté populaire, ce que vous dites. Et je crois que on a classé pendant des décennies, et on continue de le faire, les médias dans la catégorie des contre-pouvoirs. Par conséquent, c'est aussi un rôle qui oblige tous ceux qui y interviennent. Et je crois qu'il y a effectivement une obligation à tous, mais c'est un truc collectif, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, ou je ne sais pas, à jouer le jeu du pluralisme. Et jouer le jeu du pluralisme, du point de vue des chaînes de télévision, des patrons de presse, etc., c'est d'inviter tout le monde, ça me paraît être intéressant, à gauche comme à droite, y compris, moi je suis comme vous, j'aimais beaucoup l'émission de Frédéric Tadei, parce que vous aviez tout à la fois des gens avec lesquels j'étais radicalement désaccord sur ma gauche, et radicalement désaccord sur ma droite, voire sur l'extrême droite, et ça m'allait très bien comme ça. Donc je suis comme vous, je trouve ça important, et je crois que, pour faire la jonction aussi avec ce qu'on disait sur la notion de souveraineté populaire et le fait que pendant des décennies, il y a des sujets dont on a refusé de parler, qu'on a refusé d'entendre et qui pourtant montaient dans le pays et ont alimenté plus tard ce vote populiste, je crois que c'est aussi le rôle de la sphère médiatique de les aborder. Ça ne veut pas dire les saborder, ça veut dire les aborder. Ça veut dire les aborder avec de la nuance, avec de la modération, avec du pluralisme, avec le respect du contradictoire, et pas mettre le couvercle sur la cocotte minute en disant, je prends un sujet au hasard comme ça, les Français ont peur de l'insécurité, genre depuis 2002, Papivoise, etc. On n'a qu'à ne pas en parler au journal télévisé, où on n'a qu'à mettre la cocotte minute et faire croire qu'il ne s'est rien passé et que c'était un accident, enfin qu'il ne s'est rien passé. Non, je crois qu'il faut en parler, mais bien en parler. Mais effectivement, la notion de pluralisme doit être intégrée à la réflexion sur la démocratie, qu'il s'agisse des médias ou d'ailleurs, mais tout le monde doit faire son autocritique. Il ne faut pas avoir peur, je pense, d'aller parler avec des gens avec lesquels on est radicalement en désaccord, et c'est vrai avec les gens de gauche comme avec les gens de droite, à mon avis. Georges Kuzmanovic, je crois. Oui, merci pour vos interventions. Vous aviez dit tout à l'heure, monsieur Tessier, comme Henri Guénaud, qu'il y avait une possibilité d'utiliser l'article 11 et que ça nécessitait un affrontement entre un président qui serait bien élu, qui aurait une majorité, avec le système. Sauf que, comme l'a dit Natacha Polony, le problème, c'est qu'on a, au fond, on a une démocratie minoritaire qui fait qu'avec un RN qui n'arrivera pas au pouvoir, mais qui permet à un extrême centre ultra minoritaire de continuer à avoir le pouvoir, comment résister à ce qu'il se passe à l'Union européenne? On avait avec Anne-Marie Le Pourriette, Stéphane Rosès qui vient de partir, Arnaud Benedetti et moi-même lancé une pétition dont beaucoup ont été signataires ici, en avril 2024, sur le moment constitutionnel à l'Union européenne. Voilà, il se fait que le 24 décembre 2023, une sorte de dépression, le matin, je suis allé sur le site de l'Union européenne. Et j'ai appris là qu'il y avait eu un moment que l'année 2023 avait été l'année la plus démocratique qu'ait connue l'Union européenne. Bon, je l'ai raté, je pense que vous aussi. Pourquoi? Parce que il y avait eu des dizaines de rassemblements de citoyens qui étaient organisés à travers toute l'Europe, 50 Finlandais, 120 Italiens, 300 Français, dont vous n'avez pas entendu parler, et que tous étaient d'accord pour les transferts de pouvoir supplémentaires à la Commission européenne. Et il disait, ceci nous donne la possibilité d'un moment constitutionnel.
comment peut-on lutter si on n'a pas ce président et cette majorité, ou cette présidente et cette majorité, pour lutter contre ce qu'ils appellent un moment constitutionnel, c'est-à-dire un lent et transfert aspiration de toutes nos dernières souverainetés vers cette instance supranationale. Je commence par répondre. Je pense qu'en effet, l'enjeu est majeur parce que ça avance très vite et parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron, par exemple, revient systématiquement sur cette idée, l'air de rien comme ça, au fil des entretiens, sur cette idée de passer à la majorité qualifiée pour l'ensemble des politiques, en particulier la politique étrangère de la France. Autant dire que nous n'existerions plus. Et surtout, autant dire que l'Europe elle-même n'existerait plus jamais en tant que potentielle puissance. C'est-à-dire que je pense que l'argument que nous devons porter à l'échelle européenne, c'est de dire que ce que nous défendons défend les intérêts des citoyens européens. Et que si nous avions écouté les fédéralistes, alors ce qui reste de défense en Europe aurait disparu. Et en particulier l'industrie de défense française, en particulier l'armée telle que la France la conçoit, tout cela a pu survivre, ça fait partie des restes qui ont été évoqués tout à l'heure, des restes du gaullisme. Donc, bien entendu qu'il me semble que la seule façon d'empêcher cela, c'est d'avoir un pouvoir, des gouvernants, qui entament le rapport de force qui a été évoqué pendant la première table ronde. C'est la même chose que pour la question de l'article 11 et du rapport de force qu'il faut mettre en place, bien évidemment, avec le Conseil constitutionnel. Je pense que là, en l'occurrence, nous devons avoir des politiques qui décident que la France, de toute façon, ne va pas se faire virer, ils ne vont pas nous envoyer les chars, il n'y a aucun problème. Donc, le problème, je suis d'accord, c'est que dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas ces gouvernants. Et qu'en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'en 2027, nous avons un président de la République qui, visiblement, a l'air de vouloir avancer vers la destruction des nations, et en particulier de la France. Ça n'est pas une fatalité, et je pense que nous n'arriverons pas à cet aboutissement avant 2027. Donc ça nécessite d'organiser d'ici 2027 des courants politiques qui permettront de résister à cela. Pourquoi ? Parce que les Français, majoritairement, n'en veulent pas et parce que le moment historique est favorable. Il faut bien comprendre que là, dans l'état actuel de la géopolitique mondiale et de ce que sont les Européens, il est possible de réveiller cette idée d'une confédération d'États-nations qui était totalement effacée jusqu'à présent. Le moment politique en Europe n'est pas au fédéralisme, c'est au réveil des nations. La preuve en est la façon dont Emmanuel Macron lui-même a bien compris qu'il fallait aller discuter avec les Britanniques, les Polonais, pour des coopérations renforcées. Donc ce qui était indicible il y a encore 5 ans, 10 ans, aujourd'hui peut être entendu. Donc ça nécessite de porter ces idées-là, de s'organiser politiquement, mais je crois que jamais le moment n'a été aussi favorable. Arnaud Tessier. Oui, rapidement, effectivement. Soit ce sera l'expression d'une volonté politique forte, soit ce sont les faits qui l'imposeront, les circonstances qui l'imposeront. Et effectivement, aujourd'hui, mais c'est curieux comme on n'arrive pas à en tirer le raisonnement politique. Regardez, la presse anglaise ces dernières semaines, depuis l'élection de Donald Trump, l'évolution de la situation internationale, vous avez des articles dans la presse anglaise qui ont dit « Nous avons été bien bêtes de ne pas écouter De Gaulle dans les années 60 quand il opposait à la vision de Jean Monnet. Vous savez, nous unissons des hommes, nous ne coalisons pas des États. » Lorsque De Gaulle opposait une vision qui était fondée sur une Europe politique, sachant que dans son esprit, le marché commun devait se faire, mais le marché commun, c'était pas l'Europe, c'était autre chose, c'était des accords économiques et commerciaux. Il devait y avoir une Europe politique fondée sur les États, et la presse anglaise disait, voilà, donc on voit ressurgir dans une sorte, comme par un état d'apnée, on voit ressurgir des réalités politiques qui étaient enfouies, l'échec de la vision euro-atlantique de Monnet, et finalement le triomphe d'une vision qui était articulée aux réalités historiques les plus profondes et les plus durables et aux institutions. Donc la question, mais c'est là que malheureusement
l'optimisme doit être consommé avec modération. Le problème, à quel point devrons-nous arriver pour que ces réalités soient verbalisées? Ce que je viens de vous dire sur les conclusions à tirer de la façon dont on a construit l'Europe, non pas le fait qu'on l'ait construite, mais la façon dont on l'a construit. On pourrait faire le même raisonnement sur la décentralisation. Au lieu de contester le principe de la décentralisation, dire mais comment on a conçu la décentralisation et pourquoi on est arrivé à quelque chose d'irréversible qui coûte très cher et qui dilue la décision publique. Mais je crois que avant qu'on en tire des conclusions intellectuelles et donc politiques, on n'y est pas encore tout à fait. Peut-être qu'on est, comme me disait Philippe Séguin en 1998, je trouvais qu'il exagérait. Il m'avait dit on ne s'en tirera que quand on sera au fond du trou. Alors, je lui ai dit en 1998, nous n'en sommes pas loin, il m'a dit détrompez-vous, on en est encore très très loin. Il avait raison. En général, moi je dis il faut attendre juin 40 pour avoir De Gaulle. Oui. C'est à peu près la même vision. J'espère qu'on trouvera De Gaulle avant. Un mot pour la réponse à cette question de la France dans l'Union européenne et de la souveraineté française dans l'Union européenne. Je sais que c'est un peu divergent de ce qui a été dit jusqu'à présent, mais excusez-moi, la réponse n'est absolument pas institutionnelle. Rien dans le fonctionnement de la Constitution française n'impose une vision particulière de l'Union européenne. Et si les Danois ont la politique migratoire qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont consenti ce qu'on appelle une clause d'opt-out à la politique migratoire de Maastricht en 92. Et qu'ils sont tout simplement allés la négocier auprès de l'Union européenne. Donc, à part auprès de la Commission où nous avons des représentants, à part au Parlement européen où nous avons élu des représentants, eh bien, on ne peut rien nous imposer de l'extérieur qui ne vienne pas de ce que nous allons choisir là-bas. Donc c'est encore une fois pas une épreuve de force, mais une épreuve politique. C'est-à-dire que ce sont à nos politiques à aller négocier les éléments là-bas. J'ajoute qu'on peut réformer l'article 55 ou 54 de la Constitution en faisant primer le traité sur la loi, sur la Constitution, sur les actes réglementaires, tant que nous le voulons. À partir du moment où il n'y a pas de négociation au sein de l'Union européenne par rapport à la participation de la France aux politiques européennes, rien de ces éléments constitutionnels ne sera en mesure de servir un futur président de la République. Sur la question de l'article 11, encore une fois, changer la Constitution par référendum, c'est assez simple, ça se fait par l'article 89, c'est-à-dire que la procédure normale, quand on lit l'article 89 dans le bon sens, c'est le référendum. Ah ben si, l'article 89 prévoit qu'il faut tout ça. Alors voilà, mais un président de la République qui n'arrive pas à convaincre les deux assemblées, qui arrivent à convaincre le peuple ensuite, ça veut dire quand même qu'il y a une volonté de court-circuiter le Parlement qui est très présente chez De Gaulle en 62, puisque le seul à bloquer, c'est Monerville, qui parle de forfaiture pour Pompidou. Donc, encore une fois, il faudrait arriver à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat soient quand même les premiers représentants du peuple, avant qu'on en arrive à ce que le peuple soit considéré comme un lit de justice de son Parlement. Je pense que cette hypothèse-là, c'est celle de la révision de la Constitution de l'article 89, et elle est tout à fait possible. Alors, une question et Henri Guénaud après souhaite intervenir. Une question, monsieur, et après Henri. Je le connais. Roland Hureau. Monsieur là et après je donne la parole bien volontiers. Oui. Roland Hureau, Cercle Mouvance France. Je voudrais rappeler une confidence du général de Gaulle, qui est au cœur du sujet, qui a dit quand les hommes sont mauvais, quelles que soient les institutions, les politiques seront mauvaises. Mais quand les hommes sont bons, ce qui peut peut-être arriver, il ne faut pas qu'ils soient entravés par les institutions dans leur tâche de reconstruction. Bon, j'ajouterai que je partage tout à fait l'avis de Madame. La meilleure révision, c'est sans doute de revenir à la Constitution de 1858, révisée 62. Henri Guénaud. Merci beaucoup. Alors je suis en désaccord total avec ce que vous dites, mais pour une raison très simple. C'est exactement ce qui s'est passé en 62. Le général de Gaulle lui-même n'était pas capable de convaincre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ça prouve quoi? Ça prouve simplement la déconnexion entre la représentation nationale et le peuple. Voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, vous regardez tous les partis qui ont pris parti en faveur de Maastricht ou de la Constitution européenne. Voilà.
Pardon, mais le débat en 62 qui oppose le président du Sénat au général de Gaulle est un peu celui sur lequel nous avons tourné depuis tout à l'heure. C'était que Monnerville disait attention à l'hyperprésidentialisation, c'est-à-dire que rien dans la Constitution de 58, on parle de revenir à l'origine de 58. Hein. Rien dans 58 ne présageait l'élection du président de la République au suffrage universel. Et quand le général de Gaulle l'annonce en 62 à la suite du petit Clamart en disant j'ai eu une vision, je considère que ceux qui viendront après moi auront un problème de légitimité, ce qui est totalement réel, en tout cas, il renverse complètement la Constitution de 58. Donc l'argument de Monnerville et la conviction du Sénat, elle n'était pas acquise par rapport à ce changement idéologique. Mais au fond, moi, je me fiche de savoir quel était l'argument du Sénat et l'argument de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale s'opposaient à cette réforme et s'y seraient opposés. Et alors, ça voulait dire pour autant que cette réforme était absurde et qu'elle n'avait pas l'assentiment du peuple. Elle l'avait, la preuve, le résultat du référendum. Mais c'est la même chose pour Maastricht, ça a été la même chose pour le référendum sur la Constitution européenne. Presque tous les partis, à part le Front National et le Parti communiste, étaient pour le oui. Et pourtant, les Français ont presque voté pour le non pour Maastricht et ils ont voté pour le non pour la Constitution européenne. Donc voilà, on est enfermé dans un système politique qui est déconnecté et bloqué. Bon, le référendum, c'est fait pour ça, parce que pour moi, il n'y a pas équivalence, entre le choix du peuple français consulté directement et le choix des parlementaires. Bon, même si la Constitution le met à peu près sur le même plan, la souveraineté, encore une fois, la souveraineté du peuple, elle est première. C'est-à-dire que les parlementaires sont là pour exprimer la souveraineté populaire et le peuple peut le faire directement. Mais derrière tout ça, il y a la souveraineté du peuple. Voilà. Et quand c'est nécessaire, eh bien, il faut demander au peuple souverain ce qu'il en pense, que le Parlement soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord. Voilà, on verra bien. Si le peuple considère que le Parlement avait raison de bloquer, eh ben, c'est pas compliqué. Il va voter oui. Ou il va voter non, selon la question qui lui est posée. On peut aussi renverser, je vous fais une dernière réponse et on laisse évidemment tout le monde intervenir, mais on peut renverser totalement l'argument en se disant qu'à ce moment-là, on devrait revenir au système majoritaire et que si on n'arrive pas à avoir une Assemblée nationale et un Sénat de la même couleur, comme l'avait le général de Gaulle, comme on peut l'avoir depuis 58, c'est déjà un problème. Même là, soyez rassurés, sur ce sujet, il n'y a pas de problème, ils sont presque tous d'accord pour refuser une évolution de ce genre, sauf peut-être le Rassemblement national. Donc voilà, c'est à ce moment-là, on baisse les bras parce que ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas à l'Union européenne, ça ne se passera pas au Parlement européen, ça ne se passera pas à Bruxelles. Non, ça se passera dans chaque nation et la nôtre en particulier. Un point, je pense que le problème de 62, c'est tout simplement que les parlementaires ne voulaient pas se voir ôter une part de leur pouvoir. Point. Alors que le problème que nous avons aujourd'hui est à mon avis plus profond, et le fait que les parlementaires aient voté dans une proportion absolument délirante pour le traité de Lisbonne et pour le traité de Maastricht, c'est-à-dire n'aient pas représenté le peuple, est en fait à une cause différente de ce qui s'est passé en 62, et une cause beaucoup plus profonde et beaucoup plus inquiétante. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question, tout simplement, du conflit de classe, c'est-à-dire le non-renouvellement des élites, et qui s'est amplifié depuis. Quand vous regardez ce qu'est devenu le Parlement aujourd'hui, il n'est absolument plus représentatif de l'ensemble de la France au sens social du terme. Et je crois que les représentants ont défendu un intérêt de classe. En tout cas, le fait d'appartenir à ce système dont ils sont les gagnants. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qui s'est passé en 62. Je suis d'accord avec vous, Henri. En 62, il était parfaitement légitime de la part du général de s'affranchir de cela, et je pense qu'aujourd'hui aussi il faudrait le faire, mais ça ne suffira pas à régler ce problème qui est le blocage total du renouvellement des élites en France, qui fait qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont complètement hors sol. Et même s'il y avait aujourd'hui un mouvement véritablement populaire qui porte au pouvoir une nouvelle majorité, on courrait encore le risque d'y voir petit à petit la représentation de certains intérêts et absolument pas une vision de ce que sont les intérêts des citoyens. Alors, le temps pressant, une ultime question. Oui.
Oui, bon. Jeune homme, je vous promets, vous allez y arriver. Oui, bonjour. Merci Henri. pour toutes ces interventions. J'aurais une question à la destination de Natacha Polony et d'Arnaud Tessier. Plus globalement, sur le rapport des Français à la République, est-ce qu'il n'y a pas un problème français? C'est cette dualité depuis la Révolution française entre l'universalisme républicain et le nationalisme français, c'est-à-dire cette tension. L'un des problèmes français, c'est que depuis 50 ans, il y a un déséquilibre. En fait, de plus en plus, enfin, c'est une perception qu'on a, c'est qu'il y a le nationalisme français, en tout cas la défense des internationaux décline, et on a du mal à savoir, en tout cas dans les classes dirigeantes françaises, qu'est-ce qu'ils défendent, quelle est leur vision. Et notamment, il y avait un politologue qui s'appelle Michel Vinocq, qui avait formulé la théorie du nationalisme ouvert, en gros de la Révolution française jusqu'à l'affaire Dreyfus, et ensuite un nationalisme fermé. Donc, qu'est-ce qu'on doit défendre et comment on peut articuler un universalisme français qui fait sa grandeur avec une défense des internationaux et donc d'un nationalisme, chose qui est aujourd'hui honnie depuis la Seconde Guerre mondiale, mais bon, c'est tout un débat assez long et complexe. Arnaud Tessier puis Natacha Polony. Je ne voudrais pas donner l'impression d'une sorte de fétichisme, mais l'existence même de De Gaulle est une réponse à votre question. En étant national, il est universel. Et je pense que c'est le sens de beaucoup de discours qui ont été mal interprétés en politique internationale. On a dit qu'il faisait des grandes phrases de la rhétorique, notamment le discours du Québec. Il pense que il faut préserver les grandes identités culturelles. Le fait national est absolument intangible, mais que le fait national a pour vocation, surtout quand c'est une grande nation comme la France, à se dilater, c'est vraiment le terme, à se dilater à l'échelle du monde. Je me souviens d'une correspondance entre quelqu'un qui était l'incarnation même du nationalisme, Maurice Barrès, et le socialiste Paul Boncourt. Et il écrivait à Paul Boncourt, qui était son ami d'ailleurs, et il lui disait « Finalement, nous sommes d'accord parce que nous sommes pour une dilatation de notre attachement à la France vers l'universel. » Et cela, ça passe par la reconnaissance de l'identité des peuples et pas par la négation de l'identité des peuples, ni des cultures nationales, ni des traditions étatiques. Donc je pense que c'est la réponse de Gaulle. Et c'est pour cela qu'il croyait dans le destin français, mais pas un destin français étriqué. Pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure à propos de ceux qui ne croient plus à l'avenir de la France, moi je pense qu'il y a une façon de définir quelqu'un comme gaulliste ou gaullien, en tout cas, je préfère le terme de gaullien. Définir quelqu'un comme gaullien, c'est quelqu'un qui croit que l'histoire de France n'est pas terminée, et cette histoire de France, évidemment, elle a partie liée avec le monde entier, comme le disait De Gaulle. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Bien sûr. Natacha Polony, pour conclure. Paul Melun. Je souscris totalement à ces propos. J'y ajouterai une chose. C'est tout à l'heure, dans la précédente table ronde, a été opérée la distinction entre l'universel et l'universalisme, et j'ai trouvé cette distinction intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est en effet toute la difficulté d'articuler l'idée de la nation française avec la vocation universelle de ce qui est le projet républicain. Et hélas, nous avons des élites qui ont, pendant 40 ans, utilisé cet universalisme pour mépriser et détruire la nation. Les Français ont été les plus fervents défenseurs du dépassement des nations. Il suffit de penser en effet à Jacques Delors, il suffit de penser à Pascal Lamy, et je pourrais en citer d'autres. En fait, les Français ont détricoté la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Et je pense que c'est lié à une forme d'universalisme dévoyé qui s'est transformé en une prétention absolument incommensurable. Or, l'universel français, je pense qu'il faut le penser différemment, c'est une forme de dialectique. C'est-à-dire que les idéaux de la Révolution qui se traduisent ensuite dans le projet républicain, ce sont des idéaux universels. Ils ont vocation à se porter vers l'ensemble des peuples. Et ça ne doit absolument pas être amoindri. Je crois même qu'il y a une différence fondamentale entre ces idées-là telles qu'elles ont germé en Europe et en particulier en France, qui en fait a porté au plus loin ce qui peut caractériser la civilisation européenne, à savoir une certaine idée de la liberté humaine et en particulier la capacité à penser l'être humain en dehors de toute transcendance, dans une organisation qui soit une organisation immanente. Il y a une différence majeure entre cela et le projet politique américain. Et actuellement,
l'Amérique en tant que civilisation est en train de détruire la civilisation européenne si nous n'y prenons garde. Et ça se lit parfaitement dans la détestation que peuvent avoir les médias américains pour la laïcité à la française, qui est en fait l'aboutissement ultime de cette conception universaliste des choses. Donc nous devons défendre cela parce que, évidemment que nous ne sommes pas justement dans le messianisme américain qui consiste à croire que nous incarnerions le camp du bien et que les autres auraient vocation à nous rejoindre, à nous ressembler parce que nous sommes forcément géniaux et forcément les meilleurs. En revanche, nous croyons qu'il y a des valeurs universelles et que partout où ces valeurs se lèvent, il y a des gens qui, en fait, nous rejoignent dans une certaine conception de l'être humain. Sauf que si nous détruisons la nation qui est le cadre de la démocratie, parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre cadre de la démocratie que la nation, si nous détruisons cela, alors nous détruisons cette vocation universelle. Encore une fois, c'est une pensée dialectique. Donc ça ne signifie pas qu'il faut être nationaliste, ça signifie que nous devons défendre la France en tant qu'histoire qui a abouti à cette idée de l'être humain et la République en tant que régime qui permet d'exprimer ce génie-là. Le court mot de la fin pour Paul Melun. Oui, je crois évidemment que la France a une vocation universelle. Le mot « la France ne serait pas la France sans la grandeur » de Gaulle résume parfaitement cette idée. Et je crois que les postures isolationnistes ou nationalistes sont en cela un patriotisme mal compris. Et je crois que on peut, et même c'est une condition sine qua non de l'universalisme, d'habiter soi-même son identité, de la revendiquer, de la connaître. Et je crois qu'il y a, non dans l'exaltation du patriotisme non plus, mais dans la certitude de ce que nous sommes, dans la beauté de notre culture, dans la grandeur de notre nation, tous les ingrédients d'une vocation universelle. Et qu'il n'y a plus de vocation universelle s'il n'y a pas cette grandeur, que cette grandeur précède la vocation universelle. Et que sinon, il n'y a plus dans le monde que la mondialisation, les flux économiques, les flux de marchandises, il n'y a plus aucune valeur, tout se vaut, et les grands conflits mondiaux que l'on connaît aujourd'hui, les guerres et les impérialismes. Donc la France a son mot à dire. Ce mot à dire-là, à mon sens, n'est pas le mot trumpiste isolationniste, il n'est pas non plus le poutinisme ou le Xi Jinpingisme, il est véritablement une singularité française, effectivement, je pense, héritée du gaullisme, extrêmement précieuse aujourd'hui, dans un monde incertain et très complexe. Merci à tous pour vos interventions. Je crois qu'il est temps de laisser la parole à Julien Aubert. Julien, nous vous cédons bien volontiers l'estrade.